Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Thomas Montier-Le Boucher, vous êtes le cofondateur de Viltier. Vous avez 30 ans. Absolument. Et vous avez un parcours très business. Oui, j'ai un parcours assez business. En fait, j'avais fait des études justement de business parce que j'avais envie d'apprendre et d'avoir ces outils. LSI à Londres. Exactement. Très belle école. Mais j'avais toujours été animé en fait par la joaillerie. Je savais que c'était ma passion. Ça a toujours été votre passion. Pourquoi ? Il y a eu un truc. Alors en fait, quand j'étais très jeune, je savais que je voulais travailler dans le savoir-faire, la beauté, l'artisanat, le craftsmanship. Mais ça aurait pu être à la fois la couture, comme la joaillerie, comme les spiritueux. Enfin voilà, la manière dont on fait quelque chose, mais de la meilleure des manières. Et très rapidement, donc j'ai terminé mes études et tout de suite j'ai cherché un travail et je suis rentré chez Cartier en haute joaillerie. Et alors Cartier, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment c'est la mecque de la haute joaillerie. C'est vraiment les plus forts. Ils ont des techniques extraordinaires, des pierres extraordinaires. Vous avez tout appris là-bas. Ouais, et j'étais au premier rang et là j'étais Pourtant vous étiez dans le marketing, donc c'est pas forcément vous n'êtes pas dans les ateliers à regarder attentivement le savoir-faire. Mais en fait, justement, chez Cartier, ils avaient cette force de tout nous apprendre. Donc on avait quand même des cours malgré tout à côté de notre travail où ils nous apprenaient sur les pierres, sur les pièces. Et puis en fait, après naturellement, moi j'ai plongé ma tête même dans des bouquins, dans les archives de la maison. Enfin, tout de suite, j'ai senti que j'étais vraiment à ma place et tous les matins, quand j'allais au travail, je vibrais, quoi. Donc j'étais sur la bonne piste. Vous avez beaucoup voyagé, Thomas Montier-Le Boucher, et c'est ce qui vous lie donc avec votre associé Iris, parce que c'est important. Je parle d'Iris, elle est pas parmi nous ce soir, mais vous êtes un vrai duo. C'est pas un duo de convenance, c'est pas un duo d'opportunité. C'est un vrai duo. C'est ce qui m'a marqué en regardant votre parcours. D'ailleurs, Viltier, c'est la contraction de vos deux noms de famille. Absolument. Ouais, Villardière et Montier. En fait, on est très fusionnels. C'est génial parce qu'aussi on est très complémentaires. Donc je l'ai brièvement expliqué plus tôt, mais on était amis d'enfance quand on avait 10 ans. On s'est retrouvés 15 ans plus tard dans nos carrières, avec des carrières qui étaient quand même différentes, mais dans le même milieu. C'est-à-dire vous, marketing, business. C'est ça. Et Iris qui était plutôt sur la côté création. Chez Marie-Hélène de Taillac et ensuite chez Stone Paris. Donc de belles marques de joaillerie. Donc c'est ainsi que vous vous dites on va créer quelque chose, on va faire quelque chose, c'est notre passion, on va se lancer. Vous le travaillez, vous devez faire le lancement de votre entreprise quelques jours avant le premier confinement. Donc un peu quelques semaines après le premier, je crois que c'est mi-mars le premier confinement. Ce lancement n'a pas lieu, mais vous ne vous découragez pas parce que vous lancez quand même sur les réseaux sociaux. Vous vous dites je vais quand même créer une communauté, même si on peut rien vendre, au moins on va raconter qui on est. Exactement. Et c'est comme ça que ça démarre. Tout à fait. En fait, c'est marrant parce que on nous dit souvent vous avez été courageux, mais en fait la réalité c'est qu'on n'avait pas le choix. Enfin, on était entrepreneurs, nous on avait tout mis sur le tapis. On avait quitté nos travails respectifs, on avait investi dans une première collection, dans un stock, et arrive le confinement, donc c'est vrai qu'on a dû tout annuler. Et là, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est vrai on avait peur au début, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début du confinement, il y avait quand même cette paranoïa, on ne savait pas ce que c'était que le Covid. On était en état de sidération et parano. Donc, voilà. Donc on se disait, on va pas ouvrir un compte Instagram pour parler de joaillerie alors qu'il y a des gens qui sont malades. On se sentait super coupable de ça. Donc on a quand même attendu un peu, et puis au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que on pouvait finalement avancer. Et donc on a ouvert notre compte Instagram. En effet, on ne vendait rien, mais juste on a dévoilé nos premières créations. Et pour nous, ça a été un tournant majeur parce que c'est là où on a créé, comme vous l'avez dit, notre communauté, qui aujourd'hui est notre plus grande force. Vraiment, on est très proche de nos clients. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils nous ont tous envoyé des messages de courage, d'encouragement, en nous disant c'est magnifique, bravo pour vos créations. Quand la vie reprendra son cours, j'ai hâte de pouvoir acheter une de vos créations. Et nous, on n'avait pas l'argent qui rentrait, mais on se disait mais c'est bon quoi, on a fait quelque chose de bien. Parce que finalement, de dévoiler sa première collection, on a accouché un peu de notre premier enfant, quoi. Mais c'est vous qui avez dessiné avec Iris les premiers les bijoux. Vous êtes même à la création, dans le design, dans le modèle. Alors moi, par exemple, je ne sais pas dessiner, mais en fait, comme je suis animé par la passion de la joaillerie, le moment de la création, c'est le moment où on se retrouve avec Iris, où on va vraiment parler de ce qu'on a envie, de nos inspirations, de tout ce qu'on a vu récemment. Ça peut être des expositions, ça peut être des œuvres d'art, et c'est là où on fait les premières intentions. Et Iris, à ce moment-là, va faire les premiers croquis. Ensuite, on se repose ensemble et on avance comme ça. Viltier, c'est quoi ? Parce que maintenant que vous avez raconté comment ça s'est fait, maintenant on aimerait savoir ce qu'est Viltier. Vous allez pitcher aussi, si vous êtes prêts.
Oui, j'ai combien de temps ? 1 minute. Allez, très bien. Allez, on vous écoute, c'est à vous Thomas. Alors, Villequier, c'est une maison de joaillerie française, du coup, qui a aujourd'hui 4 ans, qui a été créée par vraiment 2 passionnés de joaillerie, donc Iris de la Villardière et moi-même. En fait, avant tout, Villequier, ce que je disais plus tôt, c'est vraiment une histoire de passion. En fait, on n'est pas arrivé sur le marché avec une idée de business particulière, on n'était pas là pour craquer un marché, on était vraiment animé par la beauté de la joaillerie, on avait nos idées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de nouvelles maisons émergentes à l'étranger, mais qu'en France, on restait quand même très axé sur les maisons institutionnelles, Cartier, Van Cleef, Boucheron, voilà, qui revenaient souvent et qu'on admire énormément. Mais c'est vrai qu'on avait envie d'amener de la nouveauté. Et donc aujourd'hui, on se considère être le gardien d'un savoir-faire, parce qu'on fait la joaillerie de la même manière que ces grandes maisons, mais on l'amène sur le marché avec une façon de faire un peu plus contemporaine, un peu plus moderne, plus relax. Voilà, c'est ça qu'on avait envie vraiment de transmettre avec Villequier. C'était de créer un luxe chaleureux, souriant, joyeux. Parce que les deux sont pas incompatibles. Ça nous donne envie. Merci de vous être prêté à cet exercice, Thomas Montier, le boucher. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Villequier. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge? Je me tourne vers la bande autour de la table ce soir. Luc, le Sénécal, patron de Saint-James, c'est le coach de ce soir. Effectivement, c'est une belle pépite, sans jeu de mots. Ce que j'ai apprécié, c'est aussi la mise en avant des métiers d'art, bijouterie, joaillerie. Je crois que vous avez vos propres ateliers. Non, c'est pas nos propres ateliers. On a un atelier à Paris, un atelier à Lyon. Oui, en France. En France, oui, tout à fait. On produit 100% en France. Tout est fabriqué en France. 100%, ouais. On est vraiment. Ça faisait partie de votre cahier des charges initial. Dès le début, c'était ce qu'on voulait. Ce qui m'a aussi séduit, c'est un luxe engagé. Puisque vous ne l'avez pas encore précisé, mais vous fabriquez à partir d'or recyclé. Tout à fait. Ouais, et ça, c'est bien, c'est nouveau. Voilà, ça va. Votre passion. Et puis, ce qui m'a marqué, et on en discutera, c'est tout de suite votre présence à l'international, puisque vous êtes présente aux États-Unis, Royaume-Uni, Corée du Sud, Émirats. Comment vous avez fait pour aller jusque-là? Parce que c'est pas facile au début. Alors, c'est vrai, ça s'est fait de manière assez naturelle et organique. De toute façon, j'ai l'impression que tout ce qui nous arrive à chaque fois de manière assez organique, hein, c'est vraiment important. Alors c'est vrai que après mon passage chez Cartier, moi j'ai travaillé pour un designer brésilien qui s'appelle Fernando Jorge, qui fait de la haute joaillerie absolument somptueuse. Et nos marchés les plus importants étaient les États-Unis et le Moyen-Orient. Et moi j'étais responsable de son développement. Donc c'est vrai qu'en partant en fait de chez Fernando Jorge, moi j'avais tout un carnet d'adresses. Vous avez tous les contacts déjà, vous avez tous les contacts. Et donc je leur ai dit, moi je pars, je vais créer une marque de joaillerie en France. Je vous appelle quand on est prêt. Et c'est ce qui s'est passé. Et tout de suite, et d'ailleurs même avant notre lancement, on a fait une Fashion Week en mars 2020. On n'avait pas encore ouvert la marque. Et on avait reçu les bailleurs de Net-à-Porter qui étaient venus dans notre... Donc les acheteurs Net-à-Porter, plateforme de mode uniquement sur Internet qui rassemble toutes les prestigieuses marques de mode, mais aussi dans la joaillerie, bien sûr. Exactement. Et ils ont vraiment aimé l'histoire et les créations. Et donc tout de suite, ils nous ont mis en ligne en fait sur leur site pendant la pandémie. Donc ça nous a permis de naviguer en fait cette pandémie. Moi je trouve que c'est ça, Luc, vous m'arrêtez, c'est ça d'être entrepreneur aujourd'hui, hein, puisque déjà ils ont eu avec Iris, Thomas a eu l'audace de monter cette entreprise de joaillerie, parce qu'on les voit, les traditionnels, les gros, les boucherons, les Cartier, ils sont là. Il faut oser y aller. Et en plus de ça, pour vous frayer un chemin, vous êtes passé par des Net-à-Porter, par des plateformes en ligne qui ont réussi à vous donner une forme de notoriété aussi. Et c'est comme un tampon, quoi. C'est prescripteur. J'allais y venir en fait. La notion du tampon, elle est très importante parce que aujourd'hui, quand on lance une maison de joaillerie avec en plus de ça, peu de moyens, hein, parce qu'aujourd'hui, Villequier est 100% à nous, c'est que nous au capital. Du coup, on court après quelque chose qui est la légitimité, parce que en fait, on vend des créations qui sont cher. Pourquoi on irait chez vous et pas ailleurs, chez les autres? Exactement. Et donc il y a ce genre de juge. Une forme de confiance innée. Tout à fait. Et en fait, Net-à-Porter, c'est comme un arbitre, si vous voulez. Et le fait d'être sur Net-à-Porter, c'est dire, ok, c'est validé, c'est de la bonne qualité, c'est une belle création. Et donc ça nous a permis en fait de gagner un peu ces green flags entre guillemets, bien sûr. Et petit à petit notre distribution nous a vraiment fait grandir. Luc? Oui, quelle est la moyenne d'âge de vos consommateurs de votre communauté? Alors, on a un peu comme Arthus Bertrand, on a une communauté qui est vraiment transgénérationnelle. C'est vrai qu'on a démarré nous quand même sur Instagram, donc du coup on a une communauté qui est quand même plus jeune et nos créations ne sont
pas donné non plus. Donc du coup, c'est plus entre 30 et 40 ans. Oui, justement. On n'a pas de personnes. Sur les prix, ça commence à 1 000 €. Oui, c'est ça, exactement. Les prix d'entrée sont à 1 000 €. Et après, ça peut s'envoler avec plein de chiffres, si on veut. Exactement. Pour revenir sur... j'ai suivi un petit peu vos réseaux sociaux. Alors, je suis d'accord avec vous. Vous avez une bonne communauté. Par contre, vous êtes assez irrégulier. Des fois, vous publiez. Des fois, vous publiez pas. Il faut être régulier. Mais c'est un métier. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Et je pense que sur TikTok, il faut que peut-être vous jouiez un peu plus sur les tendances. Tout à fait. Puisque il faut que vous rameniez votre communauté par des événements à votre marque, à votre savoir-faire. Voilà, sur Instagram, pourquoi vous publiez pas le saviez-vous, qui met en avant l'actualité, les produits, du storytelling que vous ramenez dans votre monde du bijou. Il y a autre chose qui vous démarque, Thomas Montier-Le Boucher. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Viltier ce soir sur Europe 1. C'est votre univers. On n'est pas dans moi de ce que j'ai vu, on n'est pas dans une marque de joaillerie entre guillemets classique où on propose des bijoux, où on a des égéries ou des personnes qui. Non, il y a un univers. Il y a des tableaux, il y a des meubles, il y a des bougies. On a l'impression qu'on rentre chez quelqu'un quand on voit vos réseaux. Exactement. Et ça, c'était vraiment important. Et c'était dans notre idée de départ. Et c'était aussi notre constat de départ. En fait, c'est que très souvent dans la joaillerie, il y a un focus qui est 100% sur la création. Sur l'objet. Et je comprends parfaitement. Et alors nous, il y a un focus évidemment sur la création, parce que on est là pour faire des très belles créations. Mais aussi à côté de ça, on voulait transmettre un univers en fait. Viltier, c'est pas que la joaillerie, c'est un art de vivre, c'est un lifestyle. Alors souvent, l'exemple qu'on peut donner et qui va le plus vous parler, ça va être Ralph Lauren. Voilà, Ralph Lauren. Aujourd'hui, c'est une marque de mode, mais je vous dis Ralph Lauren, là, vous fermez tous les yeux. Vous avez quoi? Vous avez un feu qui crépite dans les Hamptons, un plaid, un joueur de polo. Et voilà. Et vous voulez vous rapprocher de ça? Exactement. C'est vraiment cette dimension lifestyle. Julien Rousseau, vous êtes le patron d'Artus Bertrand. Votre regard sur cette start-up, donc qui a à peine 4 ans? Moi déjà, je suis très admiratif de la prise de risque et de se lancer comme ça de manière passionnée, sans être sûr de réussir, mais ça fait partie et vraiment bravo. Ensuite, moi j'ai été aussi impressionné par le niveau de gamme sur lequel vous êtes parti. C'est-à-dire que partir avec, parce que quand même vous faites des bijoux assez chers avec des grosses pierres, etc. Et c'est encore plus difficile d'aller tout de suite dans le haut de gamme. Et de vendre. Non, mais quand personne ne les connaît, c'est plus compliqué en termes de coûts, c'est plus compliqué en termes de stock, c'est plus compliqué en termes de savoir-faire. Qu'est-ce qui fait qu'on va mettre 1 500 € dans un bijou dont on ne connaît rien en fait finalement, on ne connaît pas la marque. Donc allez-y. Tout à fait. Non, mais donc voilà, c'était ça. Et puis d'autant plus qu'on a, par exemple, le cours de l'or qui augmente brutalement, donc il change aussi. Donc moi, je vois bien déjà les problématiques que ça nous pose dans une entreprise déjà un peu plus grosse. Donc j'imagine que pour vous, ça va être également compliqué. Donc voilà, franchement, c'est plutôt de l'admiration pour le parcours entrepreneur. Merci. Merci beaucoup. C'est un joli regard de Julien Rousseau, patron d'Artus Bertrand. Surtout que Julien Rousseau, je rappelle un peu, vous êtes chez Artus Bertrand, mais vous avez démarré chez Hermès. Vous avez travaillé aussi chez Christophe, les bijoux. Donc tout ça, c'est votre univers. Vous baignez dedans depuis de nombreuses années. Oui, alors moi, je suis plus vieux que Thomas. Je vais pas vous dire exactement de combien, mais par contre, non, j'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours été dans le bijou, effectivement, dans des grosses entreprises et dans des plus petites. Et moi, je me sens bien dans les petites. Je me sens bien dans les petites. On en parlait avec lui tout à l'heure parce que voilà, on fait à la fois de la créa, des services généraux, de l'export, du juridique. On fait un petit peu de tout. Et c'est ça qui me plaît. Donc effectivement, moi, je suis rentré dans le bijou il y a 25 ans et vous avez un œil expert et aiguisé, ce qu'on vient de voir avec vous, Julien Rousseau, patron d'Artus Bertrand. Si vous êtes parmi nous ce soir, Thomas Montier-Le Boucher, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Vous avez besoin. Tout a été fait en autofinancement. Vous avez démarré avec une somme de départ, mais vous avez des besoins. Vous avez besoin aussi de vous développer. Il faut vous lever des fonds. Luc, vous avez étudié la question, évidemment, comme à chaque fois que vous venez dans La France Bouge. Oui, alors je vais vous donner mon carnet d'adresse, mais juste avant, je pensais sur pourquoi vous ne faites pas le paiement aussi, on le voit de plus en plus sur Internet. En plusieurs fois fractionné. Vous ne le faites pas encore? Non, on ne le fait pas. Comment ça se fait? On le fait pas parce que c'est notre volonté en fait. Pour le moment, on reste comme cela. Évidemment, parce que les grandes marques de luxe le font. Hein. Oui. C'est ce que vous m'avez dit, Luc. Tout à fait. Alors, vous savez, c'est très dur de se positionner.
en tant qu'une maison de luxe. Et justement, c'est ce que vous avez dit, vous avez démarré tout de suite avec des créations très chères. En fait, la manière dont je vois les choses, le positionnement d'une marque, c'est voilà, vous avez la pyramide, bon, on la voit pas à la radio, mais il y a la pyramide. Vous pouvez la décrire. Je la décris, voilà. Chaque action qu'on va faire, les gens vont nous positionner sur cette pyramide. Aujourd'hui, on est une toute jeune maison, c'est-à-dire que la moindre des actions fait bouger notre petit pion. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que si vous proposez des paiements fractionnés, ça va faire baisser l'image. Tout à fait. J'ai compris. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est compliqué de rester en haut de cette pyramide. Et Hermès, par exemple, je donne souvent cet exemple-là. Hermès, ils peuvent faire des bracelets en argent sur cordon à 250 €. Ils resteront toujours en haut de la pyramide parce qu'ils sont ancrés, enracinés. Nous, on n'a pas encore ces racines, on est en train de les construire. Donc, chaque action qu'on mène nous positionne un peu. Voilà. Oui, mais il faut aussi suivre les tendances. Et les changements d'habitude de Saint-Jean, on est une marque premium, et on va se mettre au paiement échelonné, parce que investir dans un bijou, je pense que vous avez quand même une clientèle un peu plus jeune, même si vous disiez, mais à 30 ans, bon, investir 1 000 € pour votre fiancé, etc., vous avez envie de le faire, parce que vous savez que c'est un bijou, c'est éternel. Mais il faut tenir aussi compte du pouvoir d'achat. Et je pense que ça pourrait vous aider. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayas. Bien sûr qu'elle bouge, cette France. On le voit chaque soir sur Europe 1 dans La France bouge. C'est une émission au service de l'entrepreneuriat avec des startups, des pépites françaises, des dirigeants d'entreprise. On le voit à chaque instant. On y découvre des patrons comme vous, Julien Rousseau. Vous êtes le directeur général d'Artus Bertrand. Oui, ce soir, on parle bijoux, joaillerie, parce que nous sommes à quelques jours de la fête des mères. Donc, on a eu envie d'aller un peu plus loin dans cet univers de la joaillerie. D'ailleurs, Clara Léger, le budget moyen des Français, quand ils achètent des bijoux, il est de combien ? Selon un sondage OpinionWay, les Français dépensent en moyenne 164 € par bijou. 13% de la population quand même dépense entre 200 et 499 €. Ça, ce sont les prix moyens. Mais peut-on considérer, Clara, un bijou comme un investissement ? On en parlait avec Thomas Montier-Le-Boucher, le cofondateur de Viltier, qui est la pépite de ce soir sur Europe 1. Vous commencez des prix à 1 000 €. Après, ça peut s'envoler, comme chez Artus Bertrand. Ça commence à 400, 500 €, mais ça peut aussi s'envoler à plusieurs chiffres. Est-ce que pour autant, c'est un investissement, un bijou ? Oui, puisque ça dépend aussi de la matière dans laquelle il est fait, et notamment les bijoux en or, surtout s'ils sont en or massif et s'ils viennent de maisons de haute joaillerie. Avec le cours de l'or, ça évolue. Si le bijou est serti de pierres précieuses, il peut également prendre de la valeur. Il faut évidemment faire attention à la qualité des pierres, des matériaux et à la certification qu'a son bijou. Ce soir, Thomas Montier-Le-Boucher, cofondateur de Viltier, vous avez des besoins. Vous êtes la pépite de ce soir. Ça fait à peine 4 ans que vous existez. Vous vous positionnez directement sur du haut de gamme, sur du luxe. Heureusement, Luc Le Sénécal, le coach de La France bouge, est là. Il a étudié votre entreprise et il est là pour ouvrir son carnet d'adresses. Europe 1. Le réseau La France bouge. Luc Le Sénécal. Donc on l'a vu, la vraie interrogation aujourd'hui pour Thomas Montier-Le-Boucher et son associé, ce sont les cofondateurs de Viltier, c'est aussi la trésorerie. C'est ça l'idée. Oui, vous travaillez avec plusieurs banques, je suppose. On vous aide un petit peu. Vous avez fait une levée de fonds ? Tout à fait. Non, on n'a pas fait de levée de fonds. Pour le moment, on ne considère pas en faire une. Alors c'est vrai que c'est toujours, ça plane au-dessus de nous parce qu'on y réfléchit, puis on pense toujours aux prochaines étapes. Mais pour le moment, c'est pas notre volonté. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les banques et notamment la BPI, qui nous aide énormément. Ils ont beaucoup de produits financiers. Et d'ailleurs, j'aimerais les remercier ici à l'antenne parce que c'est vraiment, vraiment d'une grande aide et on a beaucoup de chance en France. Les entrepreneurs ont beaucoup de chance d'être aidés par la BPI. Donc je les remercie énormément. Oui, et à l'intérieur de la BPI, il faut aussi des plans de formation pour vous accompagner, aussi bien sur le marché. Absolument. Et là, il faut absolument vous inscrire. Il y en a un dédié au métier d'art. En fait, justement, c'est marrant parce que je suis dans l'incubateur de la BPI, l'incubateur Modelux. Et je sais que nous vous y êtes aussi. Oui, donc je voulais vous mettre... En tant que l'Institut pour les savoir-faire français. En tant qu'Institut pour les savoir-faire français, et je voulais vous mettre en contact avec nous, mais vous l'êtes à l'intermédiaire de BPI. Je voulais aussi vous mettre en relation avec l'Académie des métiers d'art, parce que vous êtes passionné. Je pense qu'on en avait un petit peu parlé, il y a aussi un problème de recrutement. Vous êtes combien aujourd'hui chez Viltier ? Alors aujourd'hui, on est 7. On s'est retrouvé face à un problème de recrutement sur un projet qu'on a dû carrément annuler. On voulait ouvrir notre propre unité de production, nous l'année dernière, et on a eu beaucoup de mal à recruter, notamment un métier
qui est le métier de certisseur. Oui. Voilà, il y en a très peu en France. C'est très complexe de les recruter. Et donc d'ailleurs, je vais... Julien Rousseau, vous confirmez, vous êtes le patron d'Artus Bertrand sur Europe 1. Exactement le même problème. Au point même que dans notre atelier de Saumur, on a monté une école, en fait, et on recrute des gens qui viennent pas forcément... Alors, il y a une école de bijouterie à Saumur, mais on recrute des gens, soit des jeunes, soit des gens qui ont eu un autre parcours et qui ont envie de se lancer dans ce métier. Quelles sont les qualités requises pour devenir certisseur? C'est très long. Certisseur, je rentrerai pas exactement dans le détail. Nous, quand on recrute quelqu'un et qu'on le forme du départ, il faut déjà qu'il y ait une certaine habilité manuelle. Voilà, je crois que c'est ça. Et ensuite, c'est du temps de formation, c'est long. Il y a des organismes, il y a des écoles. Il y a des niveaux, en fait. C'est comme des ceintures noires, des ceintures jaunes, des ceintures blanches. Et on n'en a plus en France. Très peu. Comment on peut faire? Oui, c'est tous ces métiers d'art qui disparaissent. Donc il y a des CAP qui sont en train de se recréer. Donc allez voir l'Académie des métiers d'art. Et puis c'est bien toutes ces formations en alternance. Ouais. Si vous pouvez en prendre chez vous et puis après les former pour vous aider, ça peut être bien. Ouais. Ce qui est dur, en fait, c'est marrant, je rebondis sur ce que vous dites sur ces métiers qui disparaissent. Alors en effet, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a aussi une réalité, c'est que Clara le disait tout à l'heure, en fait, la joaillerie est en pleine expansion, notamment des grands groupes tels que LVMH, Richemont, Kering, etc. Eux ont des marques de joaillerie qui explosent, ils ont besoin de production et ils avalent tous ces ateliers, ils les recrutent très cher. Ils recrutent, mais ils mettent en place beaucoup d'écoles de formation aussi, beaucoup de formations au sein de ces grands groupes. Oui, mais souvent pour derrière qu'ils aillent travailler chez eux. Oui. Donc du coup, c'est complexe en fait de rivaliser. Nous, les quelques fois où on a voulu recruter des certisseurs, souvent ils ont fini par aller chez un LVMH parce que nous, c'est vrai qu'on peut pas... Vous pouvez pas tout assurer, hein. Vous avez à peine 4 ans. En termes de salaire... ça va rejoindre mon troisième conseil, parce que tout à l'heure, vous faites référence à ces belles marques, ces belles maisons qui vous inspirent, mais il y a d'autres créateurs comme vous. Et j'en cite un, parce que c'est une belle marque qui vient de se créer, c'est K24. C'est une collection de bijoux non genrés. Et il faut vous unir avec eux. Et ils ont forcément des créations différentes. C'est le designer, je crois que c'est Adrien Lucien Marchand, il vient de lancer K24. Il a les mêmes problématiques que vous. Donc, vous vous inspirez des grandes maisons, mais il y a une nouvelle génération qui arrive, dont vous faites partie. Donc, unissez-vous. Oui, je pense que vous pouvez échanger et mettre vos moyens en commun. Surtout que la joaillerie, c'est un secteur qui est très solidaire. Je veux dire, qui est très bienveillant entre les maisons. Tout à fait. Vous confirmez, Julien Rousseau? Très agréable. C'est solidaire, la joaillerie? Je n'ai pas connu autre chose, alors ce serait difficile de vous dire. Mais... Non, mais de ce que vous avez connu. Non, mais bien sûr. On est entre professionnels, entre gens sérieux. Et oui, on aime le métier. Enfin, je pense que il y a la passion qui vous relie à chaque fois. Mais d'ailleurs, même pour les recrutements, alors effectivement, il y a une très forte demande, donc c'est difficile de recruter des gens, mais je vois beaucoup de jeunes qui ont envie d'aller de plus en plus vers les métiers manuels, qui ont envie d'avoir des métiers qui ont du sens, qui ont envie d'avoir des métiers où ils créent quelque chose. Et c'est quand même une bonne nouvelle. Le seul problème, c'est que c'est toujours un petit timing en décalage. C'est-à-dire qu'on a des besoins tout de suite, les gens sont pas encore là, et puis ensuite... Il faut les former, donc il y a un décalage. Et ça prend du temps. Et tout est autour du savoir-faire humain. Voilà. Si on veut être compétitif, alors, je le dis toujours, c'est le savoir-faire humain qui distingue la France. Là-dedans, pas d'intelligence artificielle pour être certisseur. Non, mais il peut y avoir quand même un petit peu de process, de mécanique. Fabriquer en France, ça veut dire aussi être compétitif, ça veut dire aussi utiliser des outils modernes pour arriver à avoir un prix qui soit acceptable. Au service de l'être humain. Oui, et puis oui, c'est toujours une opération qui à la fin se termine sur un établi de toutes les manières.